Eh bien, il est 10 heures, on commence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis vraiment très, très heureux de voir que vous êtes toujours aussi nombreux. Donc, je commence par vous souhaiter à tous une excellente année 2025. Donc, c'est l'avant-dernier de mes cours dans le cadre de la chaire Avenir commun durable. Et donc, aujourd'hui, le titre, c'est « Les modèles de climat sont-ils fiables ?» Je sais que c'est un sujet qui est un petit peu controversé. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de climat? Alors, vous avez déjà eu un séminaire par Masa Kageyama il y a quelques semaines qui était vraiment centré sur l'utilisation des modèles de climat. Donc, moi, je vais plutôt vous parler de l'évaluation de ces modèles. Alors, d'abord, à quoi ça sert un modèle de climat? Quel est l'objectif de ces modèles? Bon, ben, l'idée, c'est de simuler les processus climatiques. Pour moi, en tant que scientifique, le premier objectif est de vérifier si on comprend justement, est-ce qu'on comprend le climat? C'est-à-dire que si on arrive à simuler ce qu'on observe, si on arrive à simuler l'évolution du climat, si on arrive à simuler les climats du passé, c'est qu'on arrive à comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère, dans les océans. Et puis si au contraire, il y a des désaccords entre ce qui se passe et ce qu'on simule, c'est qu'il y a encore des choses qui restent à comprendre. Bien évidemment, dans le cadre du changement climatique annoncé, le modèle de climat il va nous servir à calculer des trajectoires qui sont possibles, qui sont crédibles. Et puis, d'autre part, les modèles de climat ils peuvent être utilisés pour évaluer l'impact des forçages. Quel est l'impact de l'augmentation des gaz à effet de serre? Quel est l'impact des variations d'albédo? Quel est l'impact de l'îlot de chaleur humain? Quel est l'impact des aérosols? Et puis, éventuellement, des rétroactions aussi. Qu'est-ce qui se passe dans un climat qui change? Est-ce qu'il va y avoir plus de nuages, moins de nuages? Et comment ça va renforcer l'évolution du climat? Alors, comment on fait ça? Eh bien, l'atmosphère, les océans, les surfaces sont découpés en un certain nombre de points de grille. C'est ce qui est illustré sur la partie gauche de ma figure. Vous voyez, on a des grilles dont la résolution est de l'ordre d'une centaine de kilomètres. Ça varie un peu entre les modèles, j'y reviendrai. Puis pareil, l'atmosphère est discrétisée sur la verticale avec plusieurs dizaines de niveaux. On va calculer justement l'évolution des températures, des précipitations sur plusieurs dizaines de niveaux. Alors, les modèles de climat, ils sont d'abord basés sur des processus physiques. Bon, dans l'atmosphère, il y a déjà la dynamique des fluides qui est un peu contrôlée par les équations de Navier-Stokes, pour ceux qui ont fait un peu de physique. Il y a évidemment des échanges radiatifs avec l'absorption et la réflexion du rayonnement solaire, avec les émissions du rayonnement infrarouge, une partie d'absorption de ce rayonnement. Donc tout ça est pris en compte, c'est vraiment la physique de base. Et puis il y a aussi des échanges de matière et d'énergie. Il y a de l'évaporation et de la surface. Il y a la conduction entre la surface et puis l'atmosphère qui est au-dessus. Il y a la convection dans l'atmosphère. Donc tout ça, c'est des choses qui sont relativement bien contraintes parce que finalement, c'est de la physique qu'on peut vérifier en laboratoire de plusieurs manières. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle des processus sous-mailles, c'est-à-dire que je vous ai dit que la grille du modèle, elle a une taille qui fait de l'ordre d'une centaine de kilomètres. Et bien évidemment, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de cette grille. Sur la partie droite de ma figure, je vous ai montré un peu une évolution simulée de la génération d'un nuage d'orage, qui va se développer sur la verticale et puis ensuite sur l'horizontale. Un nuage d'orage, les processus de fabriquer ça se passe sur quelques mètres, voire pour la génération des gouttes et de l'évaporation, des précipitations, ça peut être des dimensions éventuellement plus fines. Et donc, voilà, si on a une grille de modèle qui est à 100 km, il va falloir avoir des équations qui sont ce qu'on appelle des paramétrisations pour simuler ce qui se passe aux plus petites échelles. Et là, pour ces paramétrisations, il y a pas mal de boutons à tourner sur la base de relations empiriques ou qui sont contrôlées par quelques simulations à plus fine échelle de ce qu'on fait. Et puis, d'autre part, il y a tout un tas d'interfaces, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs... par exemple, il y a un modèle d'atmosphère et puis un modèle d'océan qui fonctionnent à des échelles de temps caractéristiques qui sont différentes. Donc, il va falloir faire que ces modèles, ces
différents modèles se parlent, donc on parle dans ces cas-là, on parle de couplage entre le modèle d'océan, le modèle d'atmosphère. Mais il y a un petit peu la même chose pour ce qui se passe entre la surface et l'atmosphère, avec l'évaporation, avec l'impact des précipitations sur l'eau qui se pénètre dans le sol, sur l'eau qui va alimenter les rivières, sur les fleuves qui vont ensuite se propager dans les océans, et éventuellement l'eau douce qui arrive dans les océans va avoir un impact sur la circulation océanique. Donc il faut aussi que les différents éléments du modèle se parlent justement pour prendre en compte tout ça. Alors à la fin, en fait, nous, dans la communauté climat, on ne parle plus tellement de modèle de climat, on parle souvent de modèle de système Terre, parce que justement, vous allez voir qu'il y a tout un tas d'éléments qui simulent des choses qui vont un petit peu au-delà du climat. Alors par exemple, donc un modèle système Terre, c'est d'abord de la circulation atmosphérique. Donc ça, comme je le disais il y a un instant, c'est contrôlé par des équations de Navier-Stokes qui sont bien connues. À l'intérieur de cette circulation atmosphérique, vous avez les nuages et les précipitations, comme c'est montré là. Vous avez aussi de la chimie et la génération et la prise en compte des aérosols. Vous vous souvenez, j'ai eu un cours spécifiquement sur les aérosols et quel est l'impact des aérosols sur le climat. Donc, pour comprendre l'évolution du climat sur les 100 dernières années, il est absolument nécessaire de prendre en compte ces aérosols dans l'atmosphère qui ont un impact sur les rayonnements solaires. Et donc, il faut calculer l'ensemble des processus radiatifs, aussi bien la transmission du rayonnement solaire, la réflexion du rayonnement solaire dans l'atmosphère, par l'atmosphère elle-même, par les nuages, mais aussi par la surface, et puis tout ce qui concerne le rayonnement infrarouge et donc l'effet de serre. Ensuite, vous avez des modules pour prendre en compte tout ce qui est les échanges entre les sols et l'atmosphère. Et pour ça, c'est absolument nécessaire de calculer la végétation, d'avoir un module qui calcule l'évolution de la végétation, parce que c'est vraiment la végétation qui va pomper l'eau du sol et qui va permettre de l'évaporation. L'évaporation du sol est beaucoup plus efficace lorsqu'il y a de la végétation que lorsqu'il n'y en a pas. Donc il faut calculer aussi, il y a aussi des modules pour calculer le fonctionnement de la végétation. Et éventuellement, quand on regarde à long terme, comment est-ce que le climat va aussi avoir un impact sur les distributions de végétation. Si on parle maintenant côté océan, à l'interface, il faut prendre en compte la banquise. Vous savez que la banquise va être bien évidemment impactée par le réchauffement climatique, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis la banquise elle-même a un impact sur la réflexion du rayonnement solaire, donc il faut calculer ça. Il faut calculer l'ensemble des calottes polaires, avec des dynamiques là, qui pour le coup sont sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues, mais la prise en compte de ces calottes polaires est nécessaire pour comprendre le climat. Et puis vous avez tout ce qui concerne la circulation océanique. Et de la même manière qu'il y avait des processus biologiques à la surface, vous avez aussi des processus biologiques dans l'océan qui éventuellement vont avoir un impact sur la capacité de l'océan à capter une partie du dioxyde de carbone. Et puis bien évidemment, il y a tout un tas de processus de couplage entre ces différents modules. J'en ai juste montré deux. Vous voyez que ici, la banquise va avoir un impact sur la circulation océanique, et puis éventuellement la fonte des calottes de glace va aussi avoir un impact sur la circulation de l'océan, et de manière en rétroaction, par exemple la banquise va avoir un impact sur tout ce qui concerne le bilan radiatif de la Terre. Donc à la fin, tout ça pour dire que un modèle de climat, finalement, ce n'est pas si différent que ça que d'un modèle de prévision météorologique, les modèles qui sont utilisés pour prévoir la météo dans 15 jours. Simplement, que lorsque vous faites une prévision à 15 jours, vous pouvez supposer que le Groenland et l'Antarctique ils seront toujours là dans 15 jours à peu près dans le même état, de même pour la banquise et de même pour la végétation. Maintenant, si vous faites une projection climatique à 100 ans, vous êtes obligé de considérer que le Groenland il aura peut-être perdu une partie de sa masse, et donc il aura déversé de l'eau douce dans les océans. De même, vous êtes obligé de considérer que peut-être que la forêt de Fontainebleau qui est là aujourd'hui, elle ne va pas résister au
changement climatique, et donc ça va ce qui est une forêt aujourd'hui, ça va se transformer dans une savane dans le long terme. Donc tout ça pour dire que dans un modèle de climat, vous avez la même chose que dans un modèle de prévision météorologique, mais avec des modules supplémentaires qui prennent en compte des choses qui varient sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues que la météorologie. Et puis, dernier point pour décrire finalement les modèles de climat, il faut savoir que si on a besoin d'analyser le changement climatique à petite échelle, on peut utiliser des modèles à plus fine échelle. Je vous ai montré ici, vous avez quelque chose avec une résolution qui est de l'ordre d'une trentaine de kilomètres. Avec ces modèles, où on va les faire tourner sur une petite portion de la Terre, enfin un peu plus ou moins petite, c'est montré ici, à une échelle plus fine. Et puis en fait, aux conditions limites, on va mettre les simulations à grande échelle. Et donc on va regarder quel est l'impact du changement climatique justement à grande échelle sur des phénomènes plus locaux. Et donc typiquement, juste un exemple pour nous en France, si vous voulez prendre en compte l'évolution du changement climatique sur les événements cévenols qui se produisent dans le sud de la France lorsque de l'air qui vient de la Méditerranée se heurte sur le massif central et donc se débarrasse de cette eau, et bien vous avez besoin justement de cette plus haute résolution spatiale pour vraiment prendre en compte les phénomènes qui se produisent dans le cadre des événements cévenols. Donc il y a cette possibilité de faire ça, d'avoir des modèles globaux à une résolution d'une centaine de kilomètres, mais qui vont forcer justement des simulations à plus fine échelle pour regarder l'impact du changement climatique du changement climatique ou du climat à l'échelle plus locale. Juste, je vois très souvent passer une critique, mais en fait, finalement, vous n'êtes pas capable de prévoir le climat dans 15 jours, de la météorologique dans 15 jours. Comment pouvez-vous prétendre être capable de simuler le climat dans 100 ans? Ou une version un petit peu plus élaborée de ça, mais on sait bien que le climat est chaotique, l'atmosphère est chaotique, la circulation atmosphérique est chaotique, donc c'est impossible de prévoir le climat. En fait, là, il y a une réponse très, très facile à ça, c'est que, en fait, effectivement, la circulation atmosphérique est chaotique, donc ça nous empêche de prévoir des événements à une date donnée, mais ça ne nous empêche pas du tout de calculer la moyenne des variables. Et donc, pour expliquer ça, je vous montre ici finalement un cycle annuel. Ça, c'est l'année 2024, l'année 2024 en France, avec le cycle saisonnier qui est là, avec de la fluctuation météorologique, avec des périodes qui sont chaudes et qui sont froides. Et vous voyez que l'atmosphère a beau être chaotique, ça ne m'empêche pas de dire qu'en été, les températures elles sont plus chaudes qu'en hiver. Pourquoi? Simplement parce que le forçage du Soleil, la quantité d'énergie qui est apportée par le Soleil est plus importante en été qu'en hiver, et donc ça va décaler les moyennes, même si sur ces moyennes, il y a des fluctuations. Le climat, c'est la même chose. On est incapable de prévoir qu'est-ce qui va se passer spécifiquement à un jour donné, voire même à une année donnée, mais simplement, on sait que puisqu'il va y avoir un forçage qui va évoluer, en particulier le forçage des gaz à effet de serre qui va évoluer, l'aspect chaotique ne nous empêche pas de calculer comment la moyenne est déplacée par ce forçage qui évolue. Voilà. Donc finalement, les saisons, c'est un petit peu les saisons pour la météorologie, c'est un peu la même chose que les forçages de type gaz à effet de serre pour le climat. Alors des modèles de climat dans le monde, il en existe une trentaine, et dans le cadre en fait de la préparation des différents rapports du GIEC, il y a un exercice international qui s'appelle le Climate Model Intercomparison Project. Donc c'est un exercice international où toutes les équipes justement qui ont développé des modèles de climat vont faire des simulations sur des hypothèses communes. Et donc ça va permettre de voir quels sont les accords et quels sont les désaccords entre les modèles de climat s'ils font des hypothèses similaires sur, apparemment c'est les forçages, sur l'évolution des gaz à effet de serre. Alors voilà, sur cette carte, vous avez un petit peu la carte des modèles de climat qui existent dans le monde. Vous voyez qu'il y a une grosse densité en Europe, donc je fais un petit zoom dessus. Et donc ça vous permet de voir que, par exemple, en France, il y a deux modèles, il y a
deux équipes ou deux groupes qui participent aux exercices d'intercomparaison, aux exercices CMIP. Donc en fait, il y a un groupe qui est basé sur le modèle de Météo France. Donc Météo France a un modèle de prévision météorologique, et puis il a un peu dérivé ce modèle-là pour en faire un modèle de climat. Et puis d'autre part, dans les laboratoires de la région parisienne, hein, dont je fais partie, se sont mis ensemble pour développer un modèle de climat. Les différents laboratoires ont leur spécialité. Donc il y a un modèle d'atmosphère, il y a un modèle d'océan, il y a un modèle pour la végétation, il y a un modèle de chimie atmosphérique, et puis tout ça s'est mis ensemble pour faire un des modèles système Terre. Et donc vous voyez que les pays d'Europe, vous voyez qu'en Espagne il y a aussi des modèles, en Irlande, en Angleterre, en Norvège, en Suède, en Allemagne ils en ont plusieurs aussi, aux Pays-Bas ils en ont un, en Italie ils en ont un. Donc voilà, donc tout ça, finalement des modèles de climat, il en existe pas mal dans le monde, et ils vont justement, donc l'exercice CMIP, ça va consister à utiliser ces différents modèles et puis voir un petit peu ce sur quoi ils sont en accord et ce sur quoi ils sont en désaccord. Et donc pour ça, en fait, donc voilà, il y a un tableau que j'ai récupéré sur le site de CMIP avec les lignes ici, ce sont les différents modèles de climat. Alors je me suis arrêté là, mais en fait ça descend beaucoup plus bas. Il y a plus de modèles que ça. Et ce que vous avez ici, ce sont les différentes expériences. En fait, il y a tout un tas d'expériences qui sont proposées dans le cadre de CMIP. Donc, on va faire des expériences, typiquement, supposons que les gaz à effet de serre augmentent de 1% par an jusqu'en 2100. Supposons que les émissions, elles augmentent jusqu'en 2030 et puis qu'après, elles commencent à diminuer. Ou alors, et puis, il y a d'autres expériences qui disent, finalement, dans les climats du passé, là, il y a 6000 ans, l'éclairement solaire n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui, ton modèle de climat, qu'est-ce qu'il dit pour ces conditions qui sont un petit peu différentes que celles qui sont aujourd'hui. Et puis on peut faire aussi une simulation, supposons qu'il ne se soit rien passé, que la concentration des gaz à effet de serre et des aérosols soit restée constante dans le temps, finalement, ton modèle de climat, il calcule quelle variabilité un peu naturelle. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'expériences différentes, et les modèles de climat choisissent ou pas de simuler, de participer à cette expérience. Vous voyez que lorsque la case est grise, c'est que le modèle de climat en particulier a choisi de ne pas participer à cette expérience en particulier. Donc en fait, les expériences les plus importantes, c'est l'expérience qui est montrée CMIP, qui est justement de regarder l'évolution du climat au centième siècle, au cours du prochain siècle. Donc vous voyez que la plupart des modèles ont participé à ça. Et puis, mais il y a d'autres expériences sur lesquelles il y a beaucoup moins de modèles. Alors, si on regarde justement les modèles français, petit zoom sur les modèles français, ça, c'est un zoom sur les trois lignes, là, c'est les trois versions du modèle de climat de Météo France, un CNRM, Centre national de recherche météorologique. Donc, il y a le modèle de climat de base, et puis il y a une version à haute résolution qui a participé à certaines, justement, d'expériences qui visent à voir, si on fait des simulations à plus haute résolution spatiale, est-ce que ça simule un climat différent ou finalement notre simulation à basse résolution, elle donne un peu la même chose. Et puis donc vous voyez que là, le modèle de l'IPSL auquel mon laboratoire participe, il est normalement beaucoup plus bas dans le tableau, donc je l'ai reglissé ici. Et donc vous voyez que là, il y a plus de versions du modèle, mais en particulier justement, c'est pour toutes ces expériences pour regarder l'impact de la haute résolution. Et puis sinon, c'est le modèle de base, lui, il a participé à pratiquement toutes les expériences, comme vous voyez ici. C'est vraiment le modèle de l'IPSL, c'est un des modèles qui a participé au plus d'expériences CMIP. Donc voilà. Donc en fait, dans ce cadre-là, on a, dans le cas de CMIP, des expériences CMIP-CIP, on va pouvoir évaluer les différents modèles. On va regarder ce sur quoi les modèles sont en accord et ce sur quoi ils sont en désaccord. Alors là, je vous montre un exemple, une variable, c'est quelle est la variabilité, un petit peu la variabilité naturelle de la température en fonction de la latitude. Vous voyez que là, vous avez le pôle sud à gauche, l'équateur ici,
le pôle Nord qui est ici, et on regarde quelle est la variabilité annuelle des températures en fonction de cette latitude. Vous voyez que dans les tropiques, finalement, il y a très peu de variabilité interannuelle, donc d'une certaine manière, le climat ou la météorologie est particulièrement stable sur ces bandes de latitude. Vous voyez qu'il y a un peu plus de variabilité au niveau de l'équateur, c'est en particulier lié aux événements El Niño, qui ont un gros impact sur les températures au niveau de l'équateur. Et puis vous voyez que dans les zones moyenne latitude polaire, là, la variabilité est beaucoup plus importante. Alors ça c'est vrai dans la réalité. La grosse courbe noire ici, ce sont les observations, donc c'est la vérité finalement. Et puis les différentes lignes de couleur, là, ce sont les différents modèles. Et puis la ligne rouge, c'est la moyenne de tous les modèles. Donc finalement, vous voyez que la moyenne de tous les modèles, elle s'en sort pas mal. Elle reproduit vraiment bien la réalité. Et puis que par contre, il y a des modèles qui s'écartent vraiment beaucoup de la réalité. Donc vous voyez que là, vous avez un exemple. Tiens, on peut dire, il y a des modèles qui arrivent à simuler plus ou moins bien cet élément très particulier du climat, qui est la variabilité temporelle naturelle en fonction de la latitude. Donc ça, ce paramètre-là, ça me permet finalement de dire, tiens, ce modèle, il est meilleur que tel autre pour simuler le climat d'aujourd'hui. Et puis en fait, vous pouvez faire ça sur tout un tas de variables. Donc c'est ce qui est montré sur ce graphe-là. Là, vous avez ici sur l'abscisse, ce sont tous les modèles de climat qui ont participé à l'exercice. Et puis sur les lignes, là, c'est différentes variables, donc le climat d'aujourd'hui. Et on regarde si on arrive à simuler, si les différents modèles, c'est-à-dire différentes versions des modèles, arrivent à simuler correctement ça. Et donc, en gros, ce qu'on montre là, c'est est-ce que les modèles font plutôt moins bien que la moyenne, à ce moment-là, on le montre en jaune-rouge, ou est-ce qu'ils font plutôt mieux que la moyenne des modèles, et à ce moment-là, c'est plutôt dans les bleus. Et donc, vous voyez que, bon, il n'y a aucun modèle qui est parfait, il n'y a aucun modèle qui est vraiment partout dans le bleu foncé, mais vous voyez qu'il y a quand même des modèles où il y a plus de bleu que de rouge. Donc, d'une certaine manière, ça permet de dire, celui-là, je vais y faire un peu plus confiance que tel autre. Alors moi, un truc que je trouve vraiment intéressant, et que, très franchement, je ne l'explique pas complètement, c'est que les deux premières colonnes, là, sur ce graphique, c'est la moyenne des modèles. Enfin, il y a une colonne, c'est la moyenne des modèles, et l'autre colonne, c'est le médian. Vous savez, statistiquement, vous savez ce que c'est que le médian. Il y a autant qui en est vers le plus et autant qui est vers le moins. Là, donc c'est le médian des modèles. Et vous voyez que quand on regarde le modèle moyen ou le modèle médian, c'est vraiment dans les bleus foncés, quoi. Et donc voilà, quand on prend toutes les simulations du climat et on en fait la moyenne, c'est ça qui représente le mieux le climat d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de modèle de climat. Le climat individuel, il n'y a pas de modèle de climat individuel qui fait aussi bien que la moyenne des modèles. Franchement, moi, je ne comprends pas vraiment pourquoi ça. Mais c'est un fait, quoi. C'est un fait. Voilà, la moyenne des climats, la moyenne des modèles, c'est le meilleur modèle qu'on ait aujourd'hui. Donc ça, c'est les climats qu'on évalue sur le climat présent. Alors bon, d'une certaine manière, c'est un peu triché, parce que finalement, il y a tout un tas de paramètres des modèles qui ont été ajustés, justement, pour reproduire le climat d'aujourd'hui. C'est quand même la première chose qu'on a besoin d'ajuster un paramètre de modèle. On regarde le climat d'aujourd'hui, et puis on dit, on va tourner le bouton pour que ça marche le mieux possible. Alors, on peut faire d'autres choses. On peut, justement, regarder un petit peu est-ce que le modèle qu'on a finalement un petit peu ajusté pour reproduire correctement le climat d'aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de reproduire les climats du passé? Donc il y a tout un tas de climats du passé sur lesquels on a des informations forcément parcellaires. Je vous montre qu'on peut donc comparer au modèle de climat qui a été forcé avec justement les paramètres d'orbite de la Terre, de composition de l'atmosphère de l'époque. Je vous montre juste un cas, un exemple en fait. C'est au début, milieu de l'Holocène. Vous savez peut-être qu'il y a quelques milliers d'années, en fait, le Sahara, qui aujourd'hui est un désert, était beaucoup plus humide. Il y avait de la végétation, il y avait de l'eau, il y avait même des gravures rupestres qui montrent des gens en train de nager. Donc il y avait manifestement des lacs ou au moins des rivières. Et donc, on a des informations sur justement les climats de l'époque, et en particulier, on sait à peu près quelle était la précipitation, les précipitations annuelles qui sont
vraiment qui étaient beaucoup plus importantes que ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, ça, c'est lié au fait que l'orbite de la Terre, il y a 6000 ans, n'était pas exactement la même que celle du Soleil. En particulier, en fait, les étés, il y avait plus de rayonnement solaire en été dans l'hémisphère nord qu'il y en a aujourd'hui. Et donc, on pense que c'est ça, en fait, qui modifiait un petit peu la circulation atmosphérique et qui conduisait à ces précipitations plus importantes sur le Sahara. Bon, bref, donc tout ça pour dire que donc on a des évaluations, c'est ce qui est montré avec les barres, dans différentes régions, vous voyez, Europe du Nord, Méditerranée, Sahara, Sahel, Afrique de l'Ouest, de quelles étaient les précipitations à l'époque par rapport aux précipitations d'aujourd'hui. Donc vous voyez que c'était plutôt plus humide sur ces différentes régions. Et puis les points, c'est les différents modèles de climat. Est-ce que ces modèles de climat sont capables de reproduire les précipitations? Et vous voyez que effectivement, ça va dans le bon sens, dans le sens où les différents modèles, la plupart des modèles de climat nous disent bien que ces régions étaient plus humides que ce qu'elles sont aujourd'hui, mais avec une amplitude qui est trop faible, c'est-à-dire que ça va dans le bon sens, mais on n'arrive pas, les modèles de climat ne simulent pas, par exemple, autant de précipitations sur le Sahara qui sont aujourd'hui. En tout cas, dans le cadre des expériences, des expériences séismiques qui ont été faites. Donc voilà, c'est une chose qu'on peut faire. Alors quand on compare les modèles de climat à la réalité, une difficulté quand même, c'est le fait que c'est l'aspect chaotique dont je parlais tout à l'heure. Vous savez que l'aspect chaotique, ça va avoir... donc normalement, ça ne devrait pas trop jouer sur les moyennes. Mais par contre, si on compare une période donnée à une autre période donnée, il y a peut-être de la variabilité naturelle qui va faire que ce n'est pas du forçage qu'on est en train de regarder, c'est justement l'impact de cette variabilité naturelle. Alors donc, dans le cadre des expériences du MIP, de CMIP, il y avait une des expériences qui disait, supposons qu'il n'y a rien qui bouge, enfin en tout cas que les forçages ne bougent pas, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est toujours la même, le Soleil est toujours la même, il n'y a pas d'éruptions volcaniques qui viennent forcer ça. Et puis donc l'aspect chaotique, finalement, l'aspect chaotique du climat, qui est quand même représenté dans les modèles, quel est l'impact sur la température moyenne de la Terre? Donc vous voyez une simulation sur 500 ans, et puis on regarde quelle est la température moyenne de la Terre. Alors ici, c'est un lissage sur 10 ans, pour pas qu'il y ait des fluctuations trop importantes. Et donc on voit, ça reste autour de 0, ça c'est normal, mais quand même avec des oscillations. Donc là, normalement, il y a tous les modèles, et puis simplement, ce qui est montré donc il y a tous les modèles en gris, et puis en couleur, ce sont les modèles qui calculent la plus grande variabilité. Et c'est marrant, parmi les 10 modèles qui calculent la plus grande variabilité, il y a les deux modèles français, là, le modèle Météo France et puis le modèle de l'IPSL. Et donc, voilà, vous avez un petit peu des choses comme ça. Et donc, si on quantifie un petit peu ça, donc l'objectif, finalement, c'est de regarder, le réchauffement qu'on observe et qu'on calcule aussi aujourd'hui, quelle est la part de variabilité naturelle? Donc, vous savez peut-être que quand on dit la Terre s'est réchauffée de 1,5 degré ou 1,1 degré, en fait, ce qu'on compare, c'est on fait la moyenne sur les 10 dernières années, et puis on fait la différence par rapport à 1850-1900. C'est ça un peu la quantification. Et donc, si on fait ça avec nos simulations où on n'a rien bougé, et si on fait une simulation d'un 10 ans moins 50 ans qui s'est passé 150 ans en arrière, vous voyez qu'on a des fluctuations qui est de l'ordre de 1 dixième ou 2 dixièmes de degré. Voilà, mais qui est forcément centré sur 0. Il n'y a pas de raison, enfin, s'il n'y a rien d'autre qui bouge, si les forçages ne bougent pas, il n'y a pas de raison de penser que la période récente est plus chaude que la période ancienne. Donc, donc finalement, la quantification d'après les modèles des fluctuations naturelles, c'est de 0,1 ou 0,2 degrés. Et donc, ce qu'on observe, c'est là. Donc, le réchauffement observé, il est de l'ordre de 1,1 degré, non pas en regardant une année particulière, mais bien les 10 dernières années. Et puis ça, c'est ce que nous donnent les modèles. Donc on voit bien que la dispersion, donc les modèles, ils sont à peu près bien centrés sur la vérité, sur effectivement le réchauffement observé. Les modèles simulent bien le réchauffement qui a été observé sur les 150 dernières années, avec
quand même une certaine dispersion, hein, donc il y a des modèles qui prévoient, qui anticipent un réchauffement qui est plus faible que si observé, puis d'autres au contraire qui réchauffent plus, mais c'est bien centré. Et alors est-ce qu'on peut dire, est-ce que ça c'est dû aux fluctuations naturelles? Eh bien, vous voyez que la dispersion ici, elle est quand même plus grande que la dispersion naturelle. Donc non, c'est pas que du chaos, il y a aussi des processus qui sont plus ou moins bien représentés dans les modèles. C'est ça qu'indique ce graphe. Il y a effectivement des processus qui sont incorrectement représentés dans les modèles. Enfin, il y a des modèles qui sont trop chauds et il y a des modèles qui sont trop froids. Ce n'est pas que de la fluctuation naturelle. Alors quand même, je vous ai dit, hein, les modèles sont capables de reproduire le réchauffement climatique de ces 150 dernières années, c'est ce qui est montré ici. Donc là, à nouveau, vous avez en noir, la courbe noire, c'est la réalité, hein, c'est ce qui est observé. Toutes les figures toutes les lignes, ce sont les différents modèles qui participent à cet exercice. Et puis le rouge, c'est la moyenne des modèles. Donc vous voyez que la moyenne des modèles, elle fait pas mal, elle reproduit assez correctement ce qui est observé. D'une part sur la tendance au réchauffement, en particulier depuis 1970, et puis aussi il y a certaines fluctuations. Vous voyez par exemple lorsqu'il y a des éruptions volcaniques importantes, il y a une tendance au réchauffement hein, de quelques dixièmes de degrés pendant quelques années. On l'observe ici à la fin du 19e siècle, et puis plus récemment, c'était l'impact du Pinatubo. Vous voyez qu'ici, on voit bien ce décrochage, hein, aussi bien sur les observations en noir que sur les modélisations en rouge. Alors, une autre manière de représenter la même chose, c'est de ne pas montrer les modèles individuels, mais simplement l'enveloppe, hein, l'enveloppe des simulations. Alors, avec toujours en noir les observations, différentes gammes, enfin différents types d'observations. Hein. J'ai fait un cours spécifique sur l'évolution des températures autour du XXe siècle. Donc vous vous souvenez qu'il y avait quand même quelques différences entre les différents datasets, mais vous voyez que les modèles reproduisent assez correctement ça, et à nouveau ça. Et puis une autre manière de voir ça, c'est de regarder un petit peu, de comparer qu'est-ce qui est simulé dans le cadre en tenant compte de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et des aérosols. Hein, donc ça, c'est la simulation qui essaye de reproduire le réel. Et puis, par contre, les simulations où il y a simplement les processus anthropiques ne bougent pas. Simplement, il y a quand même la variabilité naturelle. En particulier, on continue à prendre en compte les volcans, les éruptions volcans, et puis la variabilité du Soleil. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de doute que pour reproduire ce qu'on observe aujourd'hui, il faut prendre en compte l'évolution des gaz à effet de serre et des aérosols. Donc, finalement, ça, c'est une manière de valider les modèles de climat. Les modèles de climat, en tout cas en moyenne, et puis même la plupart des modèles individuels, sont capables d'expliquer ce qu'on observe sur les 150 dernières années. Mais vous allez me dire, ouais, mais c'est trop facile, c'est beaucoup plus facile de prévoir le futur, c'est beaucoup plus facile de prévoir le passé que de prévoir le futur. Et le fait que les modèles reproduisent le passé, c'est simplement que vous avez tourné les boutons pour arriver à reproduire le passé. Alors, c'est en partie vrai, hein, il est incontestable qu'il y a des boutons qui sont tournés pour s'ajuster aussi bien au climat présent que sur l'évolution du climat. Donc finalement, ce qui est plutôt plus convaincant, c'est de regarder, d'aller dans le passé, d'aller regarder un petit peu qu'est-ce que les modèles de climat nous disaient dans les années passées, et puis de comparer à ce qui s'est réellement passé. Alors les modèles de climat se sont réellement développés dans les années 80-90, et puis ils ont progressé en complexité, ils ont progressé en résolution spatiale, ce qui nous permet de mieux prendre en compte les phénomènes. Mais quand même, alors on va regarder un petit peu. Donc ça, le premier papier que j'ai choisi de vous montrer, c'est un papier de James Hansen. Hansen, c'est vraiment un des grands climatologues américains. Il a été directeur du centre, d'un des centres NASA justement qui fait la simulation du climat. Et donc en 81, il a fait quelque chose. Alors c'était pas un vrai modèle de climat, c'était plutôt il avait
c'était de la modélisation vraiment simplifiée, ce n'était pas de la modélisation tridimensionnelle comme je l'ai montré aujourd'hui. Mais donc quand même, il avait simulé, il avait dit, tiens, voilà ce qui va se passer, dans le futur. Donc c'est en fonction du temps, vous voyez 1950-2100. Et puis donc lui, il a fait ses simulations au début des années 80, donc ici, à un moment où le réchauffement, il avait à peine commencé. Et donc il avait anticipé ça, et donc ces différentes trajectoires. Et donc, si on regarde les observations, déjà, il avait correctement anticipé que ça allait se réchauffer, mais plutôt une sous-estimation, parce qu'il n'avait pas forcément anticipé que l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère serait aussi rapide que ce qu'il y a eu. En particulier, il y a eu le développement de la Chine, qui a été beaucoup plus rapide qu'anticipé, et donc avec des émissions de carbone qui ont été très fortes. Mais n'empêche que Hansen avait correctement anticipé en 80, avant que celui-ci ne débute vraiment. En 88, il a fait, là pour le coup, ça commence à être une vraie simulation du climat avec un modèle tridimensionnel qui prend en compte les nuages et compagnie. Et donc il avait fait un petit peu la même chose, voilà, avec 3 scénarios d'évolution des émissions. Vous voyez un peu 3 scénarios, c'est le bleu clair, c'est le rouge et le vert. Et puis si on compare aux observations, les observations finalement depuis ont été vraiment au milieu de ces différentes simulations. Mais là aussi, pour vérifier si le modèle a été bon, il faut comparer le climat observé avec une simulation qui a été faite avec la bonne trajectoire d'émission, ou en tout cas la bonne trajectoire de concentration de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que déjà à l'époque, c'était finalement les modèles de climat, ils n'étaient pas trop faux. Alors il y a eu un article récent, là je crois que c'est sorti il y a 3 ans, qui a fait une revue complète de la littérature. Là je vous ai juste montré 2 articles de James Hansen. Et donc les gens ils sont allés regarder toutes les simulations qui avaient été faites à l'époque, en tout cas des différentes publications dans les années 70, entre 70 et 90. Et puis, donc ça, donc, ce qui est anticipé en réchauffement climatique. Alors le réchauffement, il est évalué en degrés, en degrés par décennie. Alors sur des périodes qui ne sont pas toujours les mêmes, quelquefois on compare 1970-90, 70-2000 ou 80-2017. Donc ce qui est observé, c'est en bleu. Et puis les résultats des modèles qui sont publiés, on peut aller vérifier dans ces différentes publications. Qu'est-ce qui avait été anticipé à l'époque? Vous voyez que globalement, c'était pas mal. C'est pas parfait, mais vous voyez qu'il y a quand même un bon accord. Enfin, en tout cas, l'ordre de grandeur du réchauffement qui est de l'ordre de quelques dixièmes de degrés par décennie, un peu moins de 2 dixièmes de degrés par décennie, et ça avait été correctement anticipé à l'époque, à nouveau, avant que ça commence vraiment. Alors il y a un peu une exception ici, vous voyez qu'un modèle, une simulation qui avait vraiment prévu quelque chose, un réchauffement qui était beaucoup plus faible que ce qui a été observé. En fait, si on va regarder un petit peu cette simulation-là, c'est une simulation qui avait été faite en supposant une très très forte augmentation de la quantité d'aérosols dans l'atmosphère, donc avec un effet refroidissant qui est beaucoup plus fort que celui qui est effectivement observé. Alors, donc vous voyez que quand on regarde ça, finalement, les modèles, ils s'en sont plutôt pas mal sortis. Et donc, vous pouvez dire, oui, mais vous êtes allé chercher les publications qui vous arrangent. Je suis sûr qu'il y a plein de publications qui disent autre chose que vous ne montrez pas ici. Bon, alors, on va aller regarder ce qui est dit par le GIEC. D'accord ? On va aller regarder qu'est-ce qui était dans les simulations du GIEC. Alors, l'exercice CMIP dont je vous ai parlé il y a quelques instants, en fait, il existait déjà à l'époque. Et donc, on peut aller regarder les simulations CMIP de l'époque, la moyenne des modèles, la dispersion des modèles, et comment ça se compare à l'observation. Et donc, voilà. Donc là, ce qui a été fait au début des années 2000, dans l'exercice CMIP 3 pour le 4e rapport du GIEC, donc les simulations ont été faites à partir de 2000. Donc ça, c'est le passé finalement, et ça, c'est le futur des simulations. Et donc, vous voyez que le futur des simulations, il est tout à fait en accord avec les observations qui sont montrées en rouge. Les observations montrent plus de variabilité, c'est normal, c'est le chaos. Là, quand on prend la moyenne des modèles, un modèle individuel qui a du chaos dedans
quand on prend la moyenne des modèles, on lisse un petit peu ce chaos. Et donc, on voit qu'en tout cas, sur la tendance qui a été annoncée dans le 4e rapport du GIEC est tout à fait en accord avec les observations. Et là, vous avez la même chose ici sur le 5e rapport du GIEC. Et donc, même constat, hein, sachant qu'il y a aussi, là pour le coup, les forçages qui avaient été anticipés. Donc, en post-2005, il y a eu plutôt plus de volcans que ce qui était proposé dans les simulations dans les exercices PMIP, et ça explique une partie du désaccord, mais vous voyez que, en tout cas, les observations sont très largement dans le cadre des simulations. Alors, je ne vais pas dire que c'est parfait, hein. Là, je vous ai montré les températures de surface. Il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas, soyons clairs, qui ne marchent pas. Et donc là, en particulier, si on regarde la bande tropicale, hein, là, c'est montré 20 degrés nord, 20 degrés sud. Si on regarde donc, dans cette bande tropicale le réchauffement, pas seulement à la surface, mais en fonction de l'altitude, hein, vous voyez, ça c'est la pression, donc en gros la surface est ici, et puis là vous êtes à peu près à 5 km d'altitude, et là vous êtes à peu près à 10 km d'altitude. Et donc ce qu'on observe comme réchauffement, hein, donc c'est toujours du réchauffement qui est en degrés par décennie. Vous voyez que ce qui est observé ici, c'est en noir, et puis les trajectoires des modèles, c'est ce qui est montré en rouge, en bleu. Il y a deux hypothèses différentes, je ne rentre pas dans les détails. Vous voyez que les simulations, quand même, sont franchement plus chaudes, un réchauffement qui est plus rapide que ce qui est observé dans cette région particulière, donc à nouveau pas à la surface, mais en altitude. Et donc vous voyez que là, donc on regarde en particulier dans la moyenne troposphère, donc on va regarder à ce niveau-là. On regarde les différents modèles, qu'est-ce qu'ils nous prévoient, qu'est-ce qu'ils disent hein, sur la tendance au réchauffement en degrés cette fois c'est en degrés par an, mais ça va pour avoir en décennie, vous multipliez par 10, donc vous voyez qu'ils simulent en gros 2 dixièmes de degrés par décennie, et les observations sont franchement en dessous. Donc la plupart des modèles, là il y a un modèle, on peut dire, celui-là il anticipe bien, mais la plupart des modèles anticipent un réchauffement qui est plutôt supérieur à celui qui est observé. Donc il y a pas mal de travaux pour essayer de comprendre ça. Manifestement, il y a un mécanisme lié à la convection dans les zones tropicales qui n'est pas correctement représenté dans les modèles. Et là, je vous donne un autre exemple, c'est l'humidification de l'atmosphère. Donc vous savez qu'on s'attend à une humidification de l'atmosphère simplement parce que, puisque la température est plus chaude et que la capacité de l'atmosphère à contenir de la vapeur d'eau augmente avec la température, donc on s'attend, donc avec les mains, là je dis, ça va augmenter de 1,4% par décennie. C'est à peu près ce qui est observé. Hein, donc ça, l'humidification de l'atmosphère en pourcent par décennie, vous voyez que les observations, elles sont là. Et puis vous voyez que les modèles, ils prévoient, alors là il y a des modèles qui prévoient moins, il y a des modèles qui prévoient plus, mais la plupart des modèles quand même anticipe une humidification de l'atmosphère qui est un petit peu supérieure à celle qui est observée. Dernier exemple, c'est la banquise, hein, les surfaces de banquise. Alors sur cette période-là, sur une période, vous voyez, qui fait près de 40 ans. Alors sur ces graphes-là, un tout petit peu compliqué à comprendre. En fait, vous avez sur l'axe des X, en abscisse, vous avez la surface de la banquise, la moyenne annuelle de la surface en millions de kilomètres carrés. Et puis sur l'axe des Y, vous avez la tendance, parce que bon, la banquise a tendance à diminuer, la surface de banquise a tendance à diminuer. D'une part, en Arctique, hein, donc le zéro est là, ça veut dire que vraiment la tendance est à la diminution. Et puis en Antarctique, qui est ici, vous voyez qu'on est plus proche du zéro pour ce qui est de la tendance. Et en particulier, en fait, quand on regarde les observations, vous voyez que les observations donc, nous disent que la banquise arctique est bien en train de diminuer fortement. Par contre, la banquise antarctique, les observations nous disent non, elle ne diminue pas. Et alors ensuite, quand on regarde les modèles, vous voyez que chaque point, c'est un modèle. Et puis là, l'étoile, c'est la moyenne des modèles. Donc en gros, la moyenne des modèles, donc il y a quand même une dispersion. Hein, donc il y a une grosse dispersion sur la capacité des modèles à représenter l'évolution de la banquise. Vous voyez que la moyenne des modèles nous disent que l'Arctique la moyenne des modèles ne font pas assez vite la banquise, et au contraire, en Antarctique, les modèles nous disent plutôt que la surface de banquise devrait diminuer, alors qu'on a observé qu'elle était plutôt en augmentation. Alors en fait, elle était en augmentation
Elle a été en augmentation. Justement, vous voyez que le travail il est fait sur la période 1979-2017. Si vous regardez un petit peu l'évolution de la banquise, justement en fonction de la banquise antarctique en fonction du temps, vous voyez qu'il y avait une très légère tendance à l'augmentation depuis 2017 jusqu'en 2017. Et puis depuis, ça a tendance à se casser la gueule avec une forte diminution de la banquise antarctique. Donc si on faisait la même courbe avec les années plus récentes, eh ben, en fait, les observations, ça descendrait vers le bas, et donc ça serait en meilleur accord avec les simulations. Mais quand même que, voilà, il y a quand même un désaccord, enfin, en tout cas, il y a une grande variabilité de notre capacité à simuler l'évolution de la banquise. Alors maintenant, si on regarde un petit peu des effets régionaux, hein, dans le dernier rapport du GIEC, on ne regarde pas seulement les variables aux échelles moyennes globales. En fait, on a reproduit le climat on a regardé région par région ce qui se passe. Alors les régions, j'espère que vous reconnaissez, hein, vous voyez une carte de la Terre ici, et puis les régions qui sont là. Hein. Donc en fait, là vous avez, ça c'est l'Europe, ça c'est l'Amérique du Nord, ça c'est l'Amérique du Sud, ça c'est l'Afrique, là vous avez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et puis les petites îles du Pacifique. Et donc on va regarder un certain nombre de variables du climat sur justement région par région. Et donc, par exemple, là, on regarde la fréquence des canicules. Est-ce que la fréquence des canicules est en augmentation? Est-ce que la fréquence des canicules est en diminution? Ou est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de données? Donc là, vous voyez que pratiquement partout, c'est en rouge, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la fréquence des... On observe qu'il y a une augmentation de la fréquence des canicules. Ce n'est pas vrai sur les États-Unis, en tout cas sur le centre et sur l'est des États-Unis. Et puis, il y a 2 régions dans le monde là où il n'y a pas suffisamment d'informations parce que finalement, on n'a pas des enregistrements météorologiques suffisamment longs pour pouvoir vraiment décider ce qu'il en est. Donc voilà, mais pratiquement partout, on observe cette augmentation de la fréquence des canicules. Et puis, vous voyez que dans les petits graphes là, il y a des petits points. Est-ce que les modèles reproduisent bien ce qu'on observe? D'accord? Donc, en gros, lorsqu'il y a 3 points, c'est que les modèles arrivent vraiment bien à reproduire ce qui est observé. Et puis, au contraire, s'il n'y a qu'un point, c'est que les modèles sont plutôt en désaccord ou n'arrivent pas à reproduire ce qui se passe. Donc, vous voyez que la fréquence des canicules, ça, c'est un truc qu'on comprend bien. Il n'y a pas de doute, tous les modèles, ou pratiquement tous les modèles, nous disent que cette augmentation de la fréquence des canicules, elle est conforme à l'observation. Alors, ce n'est pas le cas, justement, les modèles ne comprennent pas bien, ne simulent pas bien, justement, le fait qu'il n'y a pas de tendance sur les États-Unis. C'est une région très particulière, où les modèles, finalement, ne fonctionnent pas bien. Alors maintenant, on va regarder une autre variable, c'est la fréquence des précipitations extrêmes. Hein, vous savez peut-être qu'on observe, dans certaines régions, une augmentation de la fréquence de ces précipitations très intenses. Quelque chose qu'on comprend relativement bien. On sait que dans l'atmosphère, justement, une atmosphère plus chaude, ça contient plus de vapeur d'eau et que donc ça va permettre d'avoir des précipitations extrêmes importantes. Mais vous voyez que, donc, d'abord, ce n'est pas complètement partout. Hein, vous voyez que, par exemple, sur l'ouest des États-Unis, là, on observe, il n'y a pas de tendance nette. Sur la Méditerranée, il n'y a pas de tendance nette. Et puis, il y a tout un tas de régions en fait, où il n'y a pas suffisamment d'informations. En fait, autant les canicules, ce sont des phénomènes à très large échelle, donc il n'y a pas besoin d'avoir une très grande densité d'observations. Autant pour les précipitations extrêmes, ce sont des phénomènes qui sont plus locaux. Et donc là, il y a besoin d'un réseau météorologique qui est plus dense pour pouvoir l'observer. Donc il y a pas mal d'endroits dans le monde, en fait, on ne sait pas très bien. Mais donc, mon propos, en tout cas, dans les régions où on observe des choses, est-ce que les modèles arrivent à le reproduire? Eh bien, vous voyez que dans pratiquement toutes les boîtes, là, il y a un seul point. Donc ça veut dire que les modèles, ils ne sont pas très bons pour reproduire ce qui est observé. Alors ça s'explique en partie par le fait que, justement, les phénomènes de précipitation extrême, souvent, ce sont des phénomènes assez locaux, hein, à petite échelle. Et donc, les modèles de climat qui fonctionnent à 100 km de résolution, eh ben, ils ne sont pas très bons pour reproduire ce genre de choses. Donc voilà. En tout cas, les modèles de climat, pour ça, ils ne sont pas très fiables. Ils n'arrivent pas à reproduire ce qu'on observe. Et maintenant, pour ce qui est de ici, je remonte la fréquence des sécheresses agricoles. Est-ce que des sols qui sont... Les sécheresses agricoles, c'est est-ce que les sols sont secs, hein, en gros. Et donc, vous voyez que là aussi, ce n'est pas quelque chose qui est observé partout. Hein. Il y a plein de régions du monde où il n'y a pas de tendance très nette. Il y a même, vous
voyez que dans le nord de l'Australie, on observe plutôt une diminution de la fréquence de ces sécheresses. Il y a quand même quelques zones, et en particulier la France et la région méditerranéenne font partie des zones où on observe une augmentation de la fréquence justement de ces périodes de sécheresse. Et donc la question c'est que est-ce que les modèles arrivent à reproduire ça correctement? Vous voyez que dans la plupart des régions, il y a un seul point. Donc là aussi, ça veut dire que non, les modèles ne sont pas très bons pour reproduire ça. Alors il y a quand même une exception. Vous voyez que la zone méditerranéenne, qui nous concerne un peu, parce que le sud de la France, c'est la région méditerranéenne, là, il y a un relativement bon accord entre ce que... Enfin, les modèles reproduisent correctement ce qui est observé. Ce n'est pas le cas dans la plupart des régions, mais au moins sur la Méditerranée, c'est bien. Et justement, pourquoi ça? Eh ben, on va faire un petit focus justement sur la Méditerranée. Vous voyez que, donc, focus sur cette région-là. En fait, dans le dernier rapport du GIEC, il y avait en même temps que le rapport, il est sorti un atlas du changement climatique. Donc, je vous encourage, avec plein de possibilités. Enfin, vous voulez regarder l'évolution des températures dans une région donnée, il va vous sortir tous les modèles. Donc, je vais vous montrer quelques graphiques qui ont été extraits justement de cet atlas qui est disponible en ligne. Et donc, on regarde justement sur la Méditerranée, voilà, région méditerranéenne. En fait, là, vous avez un graphe qui, ici, c'est l'échelle du temps. Vous voyez, 1960, 2100. Et puis, chaque ligne, en fait, c'est un modèle de climat qui a participé à cet exercice. Et donc, les modèles de climat nous disent, tiens, vous voyez que sur cette région-là, pratiquement tous les modèles, alors le marron, ça veut dire qu'on va vers l'assèchement. On va vers moins de précipitations. Et donc, vous voyez que pratiquement tous les modèles de climat nous disent que sur cette région-là, on va avoir une diminution des précipitations, puisque c'est dans le marron et pas dans le bleu. Le bleu, c'est augmentation des précipes, et les marrons, jaune-marron, c'est diminution des précipes. Donc, finalement, les modèles de climat, alors, ils ne disent pas exactement la même chose. D'une part, il y a du chaos à nous, donc ce n'est pas une année donnée, il n'y a aucune raison qu'une année donnée, les modèles soient tous en accord. Mais enfin, sur la tendance, on voit bien que les modèles sont en relativement bon accord sur la tendance. Et donc, d'ailleurs, il y a une autre manière de montrer ça, et c'est toujours des graphes que vous pouvez faire vous-même sur cet atlas. Donc, la même chose là, entre 1960 et 2100, même période. Et puis là, vous avez la ligne rouge, c'est la moyenne des modèles. Et puis l'enveloppe, un peu, vous avez l'enveloppe des modèles. Donc il n'y a pas de doute, pratiquement tous les modèles nous disent qu'il va y avoir cette diminution des précipitations. L'ordre de grandeur, c'est une quinzaine de % à l'échéance 2050, et puis une trentaine de % à l'échéance 2100. Et évidemment, ça dépend du degré de réchauffement. Donc une autre manière de représenter ça, c'est de représenter donc, le changement de précipitation en fonction du changement de température globale. Et donc le zéro est là. Donc vous voyez que sur cette région-là, les modèles sont en accord. Donc moi j'ai tendance à dire que la tendance à la sécheresse de la Méditerranée, c'est un processus où tous les modèles, où pratiquement tous les modèles sont en accord. Donc j'ai tendance à dire que c'est un processus qui est fiable. Maintenant, si vous faites exactement la même chose, le même exercice sur l'Amazonie, vous voyez ici, je suis allé chercher cette région-là. Et donc là, vous voyez que toujours la même chose. Le graphique, chaque ligne, c'est un modèle. Ça, c'est en fonction du temps. Et donc, vous voyez que j'ai des modèles qui disent « Ouh là là, ça va s'assécher très fortement d'ici la fin du siècle », tous ces modèles-là. Et puis, au contraire, j'ai d'autres modèles qui me disent « Ouh là là, il va y avoir de plus en plus de précipitations sur l'Amazonie ». Donc, du coup, et donc même représentation. Là, vous voyez qu'en gros, on est autour de zéro, mais avec pas mal de fluctuations. Et toujours, si on regarde le graphique, le changement de précipitation sur l'Amazonie en fonction du changement de température globale, vous voyez qu'il y a quand même une tendance, c'est-à-dire que la majorité des modèles nous disent qu'il va y avoir une tendance à de l'assèchement de l'Amazonie, mais il y a quand même beaucoup de modèles qui nous disent non, pas du tout, ça va rester stable, ou au contraire, il va y avoir une augmentation des précipitations. Donc du coup, l'évolution des précipitations sur l'Amazonie est un résultat qui n'est pas fiable. Je veux dire, on ne peut pas, en tant que climatologue, on ne peut pas dire, on ne sait pas ce qui va se passer dans cette région-là, parce qu'il n'y a pas de raison de faire plus confiance à ces modèles-là qu'à ces modèles-là. On n'a pas de raison objective de le dire, et donc on ne sait pas.
Et puis, donc, mon dernier point, d'autre part, on ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas un processus qui est pris en compte dans aucun des modèles, et que donc tous les modèles sont faux. C'est pas possible de démontrer qu'il n'y a pas un processus climatique qui ne serait pas pris en compte par tous les modèles. Et donc l'exemple, et ça c'est quelque chose qui est reconnu par le GIEC. Il ne faut surtout pas croire que le GIEC dit c'est comme ça et pas autrement. Et peut-être que le processus sur lequel le GIEC insiste le plus, c'est l'évolution du niveau des mers. Où donc il y a des modèles, on regarde un petit peu les différents modèles qui sont dans le cadre de l'exercice CEMIPSIS, qui nous donnent quelle va être, alors ça c'est ce qui est observé, puis quelle va être l'évolution du niveau des mers d'ici, et là ça va jusqu'à 2150. Pour les différents scénarios, l'évolution du niveau des mers va pas être le même si on arrive à stabiliser les températures que si les températures continuent à augmenter. Bon, je vous renvoie vers mon cours spécifique sur l'évolution du niveau des mers. Mais pourquoi je montre ça? C'est que dans le dernier rapport du GIEC, il y a quand même toute une section pour expliquer que il y a peut-être quand même, on n'en est pas sûr, c'est très difficile à évaluer quelle est la probabilité de ce phénomène, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait une déstabilisation complète des calottes polaires, Groenland et Antarctique, qui va conduire à un relâchement massif des icebergs dans les océans, qui va conduire à une montée du niveau des mers. Et donc voilà, donc ça c'est des processus qui sont peu probables, mais avec un impact très important. Donc si vous voulez construire votre infrastructure au bord de la mer, et donc vous n'avez pas le droit, vous êtes obligé d'exclure toute hypothèse d'inondation, c'est nécessaire de prendre en compte ces processus-là, qui ont peu de chances de se produire, parce que c'est vraiment pas dans le cadre de notre compréhension des modélisations actuelles, mais quand même, peut-être que ça va arriver, et en particulier quand on regarde dans les climats du passé, on observe qu'il y a quand même eu des événements de décharge massive d'icebergs, et donc il est difficile d'affirmer que ça va pas arriver. Voilà, je réalise que je suis 5 minutes en avance par rapport à mon horaire classique, mais donc voilà. Mais les points à retenir, donc c'est que les modèles de climat, ils permettent de simuler le climat à toutes les échelles de temps. Ces modèles, ils sont basés sur de la physique qui est vraiment solide, mais aussi sur des paramétrisations empiriques. Et puis j'ai oublié, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais typiquement quand on s'intéresse à la végétation, là il y a de la biologie qui rentre dans le processus, et les processus biologiques sont très difficile à simuler correctement. Et là, je vous renvoie à mon cours, ma leçon inaugurale, où j'avais regardé ça en particulier. Et donc, j'avais regardé ce que disaient les modèles sur ces processus biologiques. Bon, dans le monde, il existe une trentaine de modèles qui ont été développés de manière partiellement indépendante. Donc, le fait qu'ils soient développés de manière indépendante, finalement, ça permet de supposer que l'enveloppe des possibles est à l'intérieur de ça, mais il n'y a pas de preuve au sens mathématique du fait que la réalité, elle est à l'intérieur de cette enveloppe des possibles. Alors pour le valider, quand même, pour évaluer, on peut regarder le climat présent et l'évolution des climats du passé. Ça permet de voir un petit peu, là aussi, si l'enveloppe où est l'enveloppe des possibles. Et donc, pour répondre au titre de ma présentation, les modèles de climat sont-ils fiables? Moi, j'ai tendance à penser qu'un modèle de climat donné n'est pas fiable. Par contre, l'ensemble des modèles, et si on regarde les différents modèles ensemble, ça nous permet de voir processus par processus, variable climatique par variable climatique, quels sont ceux sur lesquels les projections sont fiables, lorsque tous les modèles sont en accord, et puis quels sont ceux pour lesquels les projections ne sont pas fiables, lorsque justement il y a une divergence entre les modèles. Et donc quand on fait ça, on voit que les changements de température, ils sont assez robustes en fait, et beaucoup plus que l'évolution des précipitations, où il y a quand même pas mal d'incertitudes, en particulier lorsqu'on va regarder aux échelles régionales. Voilà, et donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.